Troisième et dernière partie de cette édition spéciale Tempête sur TV Vendée, comme nous vous le proposons depuis maintenant lundi soir. Sur ce plateau, Monseigneur Castet, évêque de Luçon, et Marcel Goduchot, le conseiller général du canton de Moutier-les-Maufais et le maire de Champ-Saint-Père. Vous nous confirmez que l'école a repris depuis mardi matin dans l'école de l'Aiguillon? Oui, je vous dis, c'est ce qui m'a été indiqué, mais je n'ai pas vérifié, mais je pense que cette information effectivement est confirmée. Alors les enfants de la Faute et de l'Aiguillon étaient dans la même école en fait. Et en principe, donc demain, les enfants de la Faute devraient reprendre dans leurs propres locaux. Alors, il y a une cellule, un point d'accueil et d'écoute qui est ouvert dans la commune de La Faute-sur-Mer ou de l'Aiguillon-sur-Mer, au gymnase de l'Aiguillon-sur-Mer, tous les jours de 14h à 17h30 jusqu'à la fin du week-end de la semaine prochaine. Il est tenu par le docteur Bescon, qui est psychiatre à l'hôtel Mazurel, à La Roche-sur-Yon. Il est accompagné d'une psychologue et de 2 infirmiers spécialisés. On a profité de l'ouverture de ce point d'accueil pour interroger le docteur Bescon sur le cas des enfants. Comment évoquer avec ces enfants la catastrophe qui vient de frapper leur commune et leurs proches? Comment déceler chez eux d'éventuels troubles psychologiques consécutifs au choc subi? Écoutez sa réponse. Les écouter, les laisser parler et essayer de dépister des petits symptômes qui ne sont pas comme d'habitude, des petits signes qui font que l'enfant n'est pas comme d'habitude. Et surtout les laisser pleurer si besoin, les laisser s'exprimer, les laisser verbaliser, exprimer leur souffrance et leur peur. Les enfants vont s'exprimer différemment de l'adulte, c'est-à-dire que certains ne vont pas s'exprimer systématiquement avec les mêmes mots que l'adulte. Donc il va falloir utiliser probablement d'autres techniques comme le dessin, qui sont des techniques connues chez l'enfant. Certains enfants, à partir d'un certain âge, peuvent quand même verbaliser sans souci le vécu de mort qu'ils ont eu, le vécu, puis aussi le décès éventuellement de leurs parents ou grands-parents ou de leurs voisins. Mais la particularité là, c'est quand même que nous étions face à des enfants qui ont vécu le décès soit de leurs parents, mais aussi de leurs grands-parents, surtout leurs grands-parents. Voilà, en dehors de cette cellule d'urgence médico-psychologique, j'ajoute que le Conseil général a mis en place une permanence dans les mairies de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, des permanences qui sont assurées par des assistants sociaux et des psychologues du département et qui accueillent toutes les personnes qui ont besoin d'une aide psychologique ou d'un secours d'urgence. Monseigneur Castet, donc demain, célébration à 15h en la cathédrale de Luçon, que vous avez décidé très, très rapidement, dès lundi, je crois que vous l'avez... Oui, dès lundi. Dès lundi. Quel sens vous avez voulu donner à cette célébration? Vous souhaitez en tout cas lui donner? Alors, bien entendu, elle a un sens chrétien. Bien entendu, elle a un sens de notre désir profond de prier pour tous ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont décédés, mais surtout et aussi pour ceux qui sont dans l'épreuve. C'est aussi, je crois, pour les Vendéens l'occasion de manifester publiquement à la fois une communion profonde, une solidarité, un engagement à être proche, et comme vous l'avez exprimé, je crois, il y a quelques minutes, une espérance que c'est pas fini, que c'est pas clos, que l'avenir est devant nous. Parce que ce qui peut nous terrasser dans ces circonstances, c'est de croire que, voilà, c'est fini. De fait, certaines personnes, dans un premier temps, ont pu croire que tout était perdu. J'ai été témoin d'un homme qui m'a dit « J'ai pris ma retraite ici, tout est foutu, je m'en vais, dès que je peux partir, je quitte tout, je pars. » Évidemment, la première réaction n'est pas forcément celle qui est celle d'une vie, mais cette célébration, je crois, en plus du sens chrétien, marque aussi cette ouverture à une certaine espérance, à un avenir, à un regard nouveau, au fait qu'on peut reconstruire. Et puis, elle est une reconnaissance aussi. Je suis sensible au fait que le Premier ministre puisse être parmi nous, il y aura sans doute beaucoup d'élus, mais cette célébration est pour tous. Même si nous débordons de la cathédrale, ça sera sonorisé, peu importe si on est dans l'inconfort, ceux qui ont vécu une nuit dans le froid et tout seul sur un faible refuge, nous on peut vivre une heure en extérieur avec de la sono, même si on ne peut pas rentrer. Et je crois que la réponse des Vendéens à cet appel sera un indice, il n'y a pas que ça bien entendu, il y en a des plus importants, mais un indice je dirais, du réconfort que l'on peut apporter à ceux qui sont dans l'appel. Donc une cérémonie d'hommage, de soutien et d'espoir. Tout à fait. Est-ce que vous avez les détails, pouvez-vous nous donner les détails du déroulement de cette célébration? Alors c'est tout simple. Cérémonie d'obsèques en même temps. C'est tout simple, d'obsèques aussi. Alors si c'est tout simple, d'abord, il y a, confirmez-moi, 29 victimes à ce jour. 29 victimes depuis ce matin. Oui, à ce jour. Hein. À ce jour, bon, il y a 29 victimes à ce jour. Bien entendu, ce que nous avons proposé, la plupart de ces, nous sommes en Vendée,
Donc la plupart des personnes ont demandé, même l'écrasante majorité, ont souhaité des obsèques religieuses. Bon. Mais nous avons eu dès lundi soir une rencontre avec les familles, plusieurs prêtres de Vendée, avec toutes les familles qui déjà voulaient bien parler avec nous pour faire 2 propositions. Ou bien les familles qui le souhaitent peuvent vivre les obsèques à l'occasion de cette célébration diocésaine, départementale, ou bien certaines préférant l'intimité, le retrait. D'autres propositions sont faites dans les lieux où ils habitent ou là où ils le souhaitent. Il y a aussi quelques personnes qui sont extérieures au département, qui étaient en vacances, en week-end, à la Faute ou à l'Aiguillon, dans ces lieux qui sont des lieux de paix aimés de beaucoup. Combien de personnes ont souhaité donc que les obsèques soient célébrées demain ? Certains auraient souhaité un plus grand nombre que ceux qui vont être présents l'auraient souhaité, mais il s'est trouvé que des engagements familiaux étaient pris. Ouais. Voilà. Donc il y aura 3 personnes, à moins que tout ait changé dans l'après-midi, puisque j'ai été absent de Luçon, 3 personnes qui seront inhumées, dont les obsèques seront célébrées au cours de cette messe. C'est une messe habituelle d'obsèques qui aura un degré de solennité, bien entendu, mais c'est habituel d'obsèques. Et lorsque moi-même ou le Premier ministre nous accompagnerons par la prière ou rendrons hommage à ces 3 personnes présentes, c'est bien entendu à tous ceux qui ont connu l'épreuve et à tous, non seulement à ceux qui seront inhumés dans les églises, mais y compris à ceux qui ne partagent pas notre foi ou ceux qui ont une autre confession. Je pense à ce médecin de Fontenay qui a perdu sa femme, sa mère, peut-être 2 enfants, j'espère que non, que l'espoir est toujours... Mais qui a pu sauver sa petite fille. Est toujours vert, qui a sauvé sa petite fille, qui est de confession musulmane, qui est d'origine niortaise. Bien entendu, ils seront présents à notre prière. Vous avez souhaité également qu'un temps de prière ait lieu dans les écoles de l'enseignement catholique. Oui, alors déjà depuis lundi, à l'initiative de François Roulière, qui est curé de l'Aiguillon et qui a une insertion dans la population tout à fait juste, chaque soir, en l'église de l'Aiguillon, à 18h, pour ceux qui le souhaitent, une rencontre de prière, de silence, de recueillement est possible. Bon. J'ai souhaité que les écoles catholiques puissent s'arrêter pour un temps de recueillement au début de cette messe à 15h, et le Conseil général lui-même a souhaité que les sirènes puissent retentir à cette même heure. Les commerçants de Luçon ont également choisi de fermer leurs boutiques pendant le temps de la messe. Et les cloches de toutes les églises sonneront à 15h. Et les cloches sonneront également à 3h. À 3h. Vous avez une idée, enfin j'imagine que oui, de ce que de l'homélie que vous allez prononcer demain? Pour être très franc avec vous, oui, je l'ai déjà écrite, oui. Ouais. Parce qu'il nous semble difficile d'improviser. Elle était plus difficile que d'autres à rédiger? Elle veut surtout prendre la mesure de l'épreuve. Je me méfie beaucoup de ceux qui annoncent une espérance facile sans accepter le poids. Je crois que je souhaitais et je souhaite ne pas dire trop facilement garder l'espérance en gommant l'épreuve. Je crois qu'il n'y a pas de dépassement d'une épreuve sans regard porté sur une épreuve, comme le disait excellemment le médecin lorsqu'il parlait des enfants, en disant qu'il est bon qu'ils parlent, qu'ils disent, qu'ils s'expriment, qu'ils mesurent le poids. Et vous savez que dans la religion chrétienne, même si c'est la vie qui a le dernier mot, il n'y a qu'un message dans le christianisme. Tout le reste, c'est du chocolat ou de la confiture pour l'enrober. Le seul message, c'est que la mort n'a pas le dernier mot. Mais pour qu'on puisse dire ça, il faut être non pas en haut d'une chaire, mais à côté des hommes et avoir soi-même souffert avec eux. Autrement, notre parole, c'est du baratin. Vous nous confirmez qu'un message du pape Benoît XVI sera lu demain? Oui. Ouais. Tout à fait. D'accord. C'est vous-même qui le prononcerez? Oui. Ah oui, bien sûr. Merci. On reviendra peut-être dans un instant sur les détails, pardonnez-moi, pratiques de cette célébration que vous pourrez nous indiquer. Edwige, on va revenir aussi à des considérations beaucoup plus pratiques, mais en même temps nécessaires pour les habitants de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer. Vous étiez cet après-midi à l'Aiguillon, à la rencontre des techniciens d'électricité Réseau Distribution France, ERDF, qui raccordent petit à petit certains foyers.
Effectivement, aujourd'hui, les missions des agents ERDF se précisent. On est dans une situation de post-crise. Alors ce mercredi, ils avaient donc 2 opérations essentielles. La première étant de réparer les transformateurs. Alors en quelques mots, le transformateur reçoit l'électricité des lignes. Ensuite, comme son nom l'indique, il transforme la moyenne tension en basse tension pour ensuite pouvoir le distribuer à toutes les maisons. Donc une 50aine d'agents réseau, comme on voit sur les images, sont donc mobilisés pour les réparer et les remettre en service. Une opération essentielle, comme nous l'explique le directeur de RDF Vendée. Écoute. Quand un poste en moyenne tension comme celui derrière moi est en panne ou a été inondé, ne fonctionne pas, on est incapable de rétablir l'alimentation d'électricité dans tout un lotissement. C'est pour ça que dans les situations de crise, par moment, on a du mal à comprendre notre processus. On doit d'abord rétablir les grands systèmes d'alimentation, puisque c'est ce qui amène l'électricité jusqu'à ces zones, jusqu'à ces gros transformateurs. Et seulement après, on peut commencer à travailler sur les alimentations des gens individuellement, parce qu'on pourrait remettre en état une installation, de toute façon il n'y a pas d'électricité qui arrive. Et donc je vous le disais, donc cette journée était consacrée à 2 opérations essentielles. La deuxième est un véritable travail de fourmi parce qu'après avoir réparé ces transformateurs, il faut aller vérifier toutes les installations. C'était donc le travail des techniciens clientèle, comme on les appelle. Ils ont donc un petit peu parcouru toutes les rues de l'Aiguillon et de la Faute. La plupart du temps, ils ont réussi à ramener l'électricité. Et mine de rien, c'est déjà presque une première reconstruction pour les sinistrés et surtout un premier vrai soulagement. J'en ai rencontré quelques-uns, on va aussi les écouter. Ça me fait du bien. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que sans lumière et sans chauffage, c'est pas évident. Parce qu'on a retrouvé un peu d'électricité, un petit peu d'eau chaude, c'est bien. On peut nettoyer de façon plus commode. On a le courant, tout est revenu, le téléphone est redémarré, ça y est. Apparemment, c'est rentré dans l'ordre. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire un peu de nettoyage, quoi. Un peu en étant modeste. Ouais. Faut le prendre avec le sourire. Alors aujourd'hui, il ne reste qu'une centaine de foyers finalement en Vendée. Je vous rappelle quand même que dimanche, il y avait 120 000 maisons vendéennes qui étaient coupées. Et une centaine seulement, il reste. Oui, donc et cette nuit, il en restait 400. Donc vous voyez, ça a été très vite en une matinée. Alors à première vue, on pourrait croire que la mission est pratiquement terminée. Mais vous le savez, l'Aiguillon et la Faute-sur-Mer sont des communes où il y a beaucoup de maisons secondaires. Donc les techniciens, pour le coup, n'ont rien pu faire. Là, on l'a bien vu, ils rentraient dans les maisons. Là, évidemment, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont simplement enlevé les fusibles qui se trouvent dans les coffres, qui sont à l'extérieur des maisons, qui sont souvent en dessous des petits murets à l'entrée. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui n'étaient pas dans leur maison quand RDF est passé, pas de panique. Vous allez certainement retourner dans vos maisons dans les jours qui suivent. Et vous allez donc pouvoir contacter ERDF au numéro qui s'affiche. Parce que sachez que de toute façon, les équipes de RDF sont multipliées. Il y a des Nantais, des Bretons, donc il y a beaucoup d'agents. Donc vous pouvez les contacter. Ils sont en renfort au moins pendant un mois à l'Aiguillon et à la Faute. Il y avait une certaine impatience, Marcel Goy-Duchot, de la part des habitants de retrouver... Dès lundi matin, pour ceux qui avaient du téléphone dans nos mairies sans arrêt, donc les gens s'inquiétaient de savoir quand est-ce que le courant allait revenir. Et je dois confirmer ce qui vient d'être dit. Véritablement, ERDF a été très efficace. Et je vois sur la commune de Chaud-Saint-Père, par exemple, où pratiquement toute la commune était privée donc d'électricité dimanche. Déjà lundi soir, pratiquement toute la population presque avait déjà bénéficié donc du courant. Et l'EHPAD Beau Séjour qui accueille les personnes âgées avait bénéficié d'un groupe électrogène fourni par ERDF. Donc c'est dire l'efficacité et la réactivité dont ils ont su faire preuve. Merci Edwige, vous avez votre brevet d'électricien. Ouais. Je gère le transformateur. Si je peux ajouter quelque chose, Stéphane, c'est quelque chose qui ressort vraiment chez les gens. Ils saluent toute l'organisation, que ce soit ERDF, les temps que vous avez mis en place de prière, de recueillement, les associations, les bénévoles, tous les gens sur place, ils saluent vraiment toute l'organisation et ils trouvent vraiment qu'ils ont été super bien pris en charge. Et je tenais à le préciser pour eux. Les prêtres ont fait office, c'est vrai, de soutien spirituel. Ils ne sont pas forcément préparés non plus à cette mission de soutien spirituel et psychologique en même temps. Je dirais qu'il y a une sorte de... Ils ne sont pas préparés au sens où ils auraient eu une formation psychologique. Mais je dirais que, vous savez, à force de côtoyer les gens chaque jour, pour peu qu'on ait un sens de l'écoute, on devient
pour prendre un vieux mot, même s'il est un peu ambitieux et sans doute faux, du pape Paul VI, un peu expert en humanité. Donc, je dirais, le quotidien fait que, même si nous avons toujours besoin des professionnels, il ne faut pas confondre le spirituel et le psychologique, il y a une expertise en humanité qui fait que leur présence leur permet quand même de dire quelque chose. Alors la solidarité s'exprime aussi par vos dons. Vous savez que plusieurs associations, organismes sont mobilisés pour recevoir vos dons et puis ensuite les transformer en mobilier, en matériel pour les rescapés. Je vous rappelle, nous le faisions hier soir, nous le ferons désormais tous les soirs, les adresses des différents organismes, à commencer d'abord par le Secours catholique, allons-y, et l'adresse, en général, ce sont les sites internet que vous pouvez contacter, www.secours-catholique.org. Il y a également la Fondation de France, je crois, qui est également mobilisée. La Croix-Rouge, hier soir, une personne de la Croix-Rouge était sur ce plateau. Et puis enfin, je dois en oublier un autre, on va tout de suite indiquer le Secours populaire. Et puis je vous rappelle également le numéro de téléphone qui a été mis en place par le Conseil général de la Vendée. Monsieur Gauduchot, vous me le confirmez, pour toutes les personnes. Mis dès lundi soir en place, donc pour proposer, je ne le connais pas par cœur. Le 0800, on vient de le voir à l'affiche, 85 06. Voilà, très bien. Voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent proposer leur service. Monseigneur Castel, demain, la cathédrale de Luçon est ouverte à tout le monde, évidemment. Il y a beaucoup d'officiels, évidemment, qui vont prendre aussi la place dans la cathédrale, mais elle est ouverte au public. Elle est ouverte à tout le monde et nous souhaitons beaucoup de monde. Et bien entendu, il est vraisemblable que les 1500 places qui seront disponibles à l'intérieur ne seront pas suffisantes, mais le cloître sera sonorisé, un grand écran sera posé, donc il sera possible d'être présent et de manifester sa communion, même si on est en dehors du bâtiment. Et comme je l'ai dit, pour soutenir ceux qui ont passé toute une nuit dans le froid, il n'est pas totalement impossible de passer une petite heure auprès d'eux et avec eux. Nous reviendrons bien sûr très largement demain sur cette célébration d'entre une nouvelle édition spéciale. Demain, vous pourrez suivre également cette célébration sur l'antenne de TV Vendée avec les commentaires d'Hervé Leroc d'RCF Vendée. Ce sont les commentaires donc de la radio RCF Vendée qui seront retransmis avec les images donc de TV Vendée. Donc rendez-vous demain pour cette édition spéciale à nouveau consacrée à la tempête. Et nous reviendrons bien sûr au cours d'une grande partie de cette édition sur cette célébration d'hommage et d'espoir, comme vous le disiez à l'instant, Monseigneur Castéjon. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Marcel Gauduchot, merci Edwige et Alix. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain. Bonne soirée, au revoir.